Hello, j'espère que tu vas bien. Cet épisode a un peu de retard parce que déjà au départ, j'avais pas prévu qu'il soit aussi développé, donc j'ai pris le temps de le repréparer. Et aussi parce que récemment, j'ai demandé à ma communauté sur Instagram quel jour était le meilleur pour eux pour écouter un podcast, un épisode de podcast. Et le week-end est sorti largement vainqueur. Donc, j'ai pris la décision de décaler la sortie des épisodes du mercredi au week-end. Comme d'hab, dans le business, on tente des choses, on voit ce qui fonctionne, on adapte en fonction des résultats, etc. Bref, maintenant que ça c'est dit, c'est parti pour l'épisode du jour. Récemment, je me suis mise à la série Suits sur Netflix. Je crois que c'est Avocat sur mesure en français. Ouais, je sais, j'ai 12 ans de retard, rien que ça. Alors pour te donner un contexte, si jamais tu connais pas cette série, Suits, c'est l'histoire d'un jeune surdoué qui s'est égaré dans des trucs pas très légaux, comme la vente de drogue ou des tests universitaires, genre il les passe à la place des gens. Et il finit par un coup du sort, par se faire embaucher dans un grand cabinet d'avocats comme associé du meilleur avocat de la firme. Coup de bol, le mec a tellement passé de tests pour la Harvard Law School, pour d'autres personnes, qui connaît les cours par cœur et qui maîtrise la loi quasiment sur le bout des doigts. À partir de là, il y a toute une intrigue et bien sûr, au milieu, il y a des histoires de procès, de batailles judiciaires, etc. Tout ce qui fait le quotidien des avocats. Et en les regardant faire, je me suis fait une réflexion qui m'en a amené une autre, puis une autre, etc. Je sais pas si toi aussi ton cerveau te balance plein d'idées en arborescence comme ça, mais moi c'est en continu. Et regarder une série ou un film avec moi, ça peut devenir vite un cauchemar pour la personne qui est avec moi parce que je me fais souvent ces réflexions à haute voix et genre je veux des réponses à mes interrogations, qu'elles soient en lien direct ou pas avec ce qui se passe à l'écran. Bref, une horreur pour certaines personnes, je sais. Pour en revenir à ma réflexion, en regardant les personnages, ce qui leur arrive et leurs réactions, je me suis dit, mais en fait, les procès, les coups bas, les retournements de situation, pour eux, c'est un jeu. Et ça m'a fait penser aux 3 dernières années que je viens de vivre. En 2020, j'ai eu quelques galères administratives avec des contrôles qui en finissaient plus, mais aussi un souci sur ma voiture qui a failli aller jusqu'au procès avec Renault. Et à aucun moment, j'ai été aussi détendue, calme et rationnelle que les personnages dans Suits. Aller voir mon avocat à l'époque, ça me faisait pas plus rire que ça. Envoyer des courriers recommandés avec accusé de réception non plus. Et j'ai eu tellement d'anxiété avec les contrôles abusifs, qui d'ailleurs au passage avaient été déclenchés par une erreur de l'administration elle-même, il lui a fallu 2 ans pour s'en rendre compte et arrêter le massacre, que j'ai fini par débrancher ma sonnette de porte, carrément. En fait, l'entendre, pour moi, c'était un signal d'un nouveau courrier en recommandé, etc. Parce que mes potes, eux, ils sonnent pas chez moi, ils entrent direct, ou au pire, ils frappent. Il y a que le facteur qui sonne. Et j'ai fini par associer la sonnette à des mauvaises nouvelles ou à des emmerdes administratives. Cette période, elle a fait que renforcer ma phobie administrative qui était déjà bien présente avant tout ça. Et quand je vois dans la série des personnages qui se foutent complètement de la paperasse, des coups bas, des retournements de situation et des problèmes potentiels dans lesquels ils peuvent être mis ou se mettre eux-mêmes, ça me fait réfléchir. Bien sûr, c'est de la fiction, mais je me rappelle qu'un jour, mon avocat de l'époque m'a dit que parfois, il se battait en procès contre un autre avocat avec qui il partageait les locaux et avec qui il était pote. Et il m'a dit, mais entre nous, c'est un jeu. Et là, c'était pas de la fiction. Les mecs, ils avaient la responsabilité du sort de leurs clients entre leurs mains, et ça les amusait. Ils voyaient ça comme un jeu, il y en a un qui gagne, un qui perd, et hop, on passe à la partie suivante. Et maintenant que je suis sortie de cette période bien stressante et que je peux regarder tout ça avec du recul, je me dis qu'en fait, prendre la vie comme un jeu, et le business aussi d'ailleurs, ça peut en fait permettre d'aller plus loin que si on prenait tout ça bien trop au sérieux. En fait, quand on y réfléchit, si on prend tout trop au sérieux, on se laisse facilement submerger par nos émotions. On pense à ce qui peut arriver de pire et on se projette dans une situation où clairement on se sent mal et on finit par angoisser pour des choses qui existent même pas encore au moment où on y pense. On envisage toutes les possibilités et ça a un côté positif dans le sens où on peut se préparer à chaque éventualité, mais on se met aussi beaucoup de pression avec ça et surtout quand on se projette émotionnellement, notamment avec de la peur. Quand on commence à injecter de la peur dans nos prévisions, c'est là que tout bascule et qu'on prend des décisions qui souvent se révèlent être mauvaises. Soit on va pas oser faire un truc qu'il faudrait qu'on fasse par peur des conséquences, soit on va prendre le chemin le plus facile même si les résultats sont pas à la hauteur de ce qu'on veut, soit on va tout simplement abandonner. Alors que si on prend tout comme un jeu, le business, la vie, etc., la peur, elle est plus vraiment présente. T'as déjà eu peur, toi, quand t'as joué au Monopoly ou au Uno ou à n'importe quel jeu? Non. Bah voilà. Bah du coup, si t'arrives à te mettre dans le même état d'esprit quand t'es dans ton business, tu peux être plus zen tout en ayant de meilleurs résultats. Quand tu commences à voir ton aventure entrepreneuriale comme un jeu, avec des défis, des challenges, des adversaires à battre et des récompenses à obtenir, en vrai, ça devient plus excitant que stressant. Alors, ça fait pas longtemps que je commence à adopter cet état d'esprit, mais je peux déjà te donner quelques pistes pour y arriver, et dès les premiers jours où t'essaieras, je te promets que tu vas noter une différence.
La première piste, c'est tout simplement de relativiser. On vient de le dire, mais ce qui fait qu'on prend les choses trop au sérieux, c'est qu'on met parfois un peu trop d'émotion dans nos actions et surtout dans les potentielles conséquences qu'elles peuvent avoir. Alors qu'en vrai, le monde, il s'effondre pas si tu fais telle ou telle chose. Aucune catastrophe ne s'est produite parce qu'un prospect a envoyé bouler quelqu'un ou parce qu'un produit n'a pas marché. Des milliers de personnes se sont déjà plantées, ont fait foirer des projets ou ont même quasiment tout perdu et le monde leur a pas tourné le dos. Regarde par exemple le très controversé Oussama Hamar. Le mec, il se prend des tirs à balles réelles depuis des années, il a des procès sur le dos, etc. Mais il est encore là, il a ses fans et son business, a priori, il semble bien tourner. Et ça, c'est valable pour tout le monde, que ce soit des personnes connues dans divers domaines ou des individus lambda. Une question que j'aime bien me poser pour relativiser, c'est si ma meilleure amie faisait ça, ou si ça lui arrivait, est-ce qu'elle serait moins mon amie que maintenant? Si la réponse est non, alors tranquille. Genre si ton meilleur ami lance un produit qui marche pas, est-ce que tu vas plus être son ami? Est-ce qu'il va baisser dans ton estime? Non, il y a plein de choses plus importantes chez lui qu'un produit qui a pas marché. Au moins il a tenté, il a appris, il a le bon esprit. Et ça marche aussi avec les gens les plus éloignés, par exemple de simples connaissances. Par exemple, si un tel que je connais de loin faisait ça, ça ou ça, est-ce que ça m'impacterait au point de même plus le calculer si je le croisais? Bah si c'est non, bah ça va. Évidemment, ça veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Nos actions, elles ont des conséquences, mais c'est juste que ces conséquences sont généralement beaucoup moins graves que ce qu'on se raconte dans notre tête. Et c'est ce que je veux te dire en te conseillant de relativiser. Et aussi, il faut bien se rendre compte que la mission de chaque entrepreneur, c'est de prendre un problème et de le résoudre. C'est ce qu'on doit faire au quotidien, que ce soit un problème pour notre cible ou un problème divers comme par exemple de la technique. On sait que la technologie, ça peut donner parfois mal à la tête, ou encore un problème lié à la notoriété, la communication, etc. Bref, si on prend chaque problème trop à cœur, on se retrouve submergé par nos émotions, on devient incapable de faire ce pourquoi on a décidé de ne plus être salarié ou de pas être salarié tout court, c'est-à-dire résoudre ces problèmes. La deuxième piste pour prendre la vie comme un jeu, c'est pour moi la plus importante et cette partie, elle va être la plus longue de l'épisode et je t'invite même à prendre des notes si tu le veux parce que il va y avoir pas mal de choses utiles. Cette deuxième piste, c'est tout simplement de prendre de la hauteur et de rationaliser. C'est hyper facile de réagir à chaud à tout ce qui nous arrive. Quelqu'un qui nous parle mal, un rejet, un échec, même si tu sais que j'aime pas ce mot parce que pour moi l'échec c'est uniquement quand on abandonne alors qu'on a encore les ressources pour essayer encore et encore. Bref, quelque chose va pas dans notre sens et on réagit du tac au tac, on se sent touché et la riposte elle se fait pas d'une manière qui pourrait nous être bénéfique. Ça c'est valable dans le business comme dans la vie avec nos relations perso. Et d'ailleurs je fais pas figure d'exemple là-dedans puisque en tant que bonne hypersensible, c'est hyper facile pour moi de me faire des films et de ressentir tout fois 100. Donc les réactions, elles se font généralement pas attendre, et elles sont pas toujours très bénéfiques. Mais récemment, avec toutes les réflexions que je me suis faites à ce sujet, j'ai commencé à rationaliser davantage quand quelque chose me touchait trop. Et là, bingo, mes réactions, elles ont changé, mes émotions aussi, et surtout, les conséquences de mes réactions ont été beaucoup plus bénéfiques que quand je réagissais de manière émotionnelle. Un truc à prendre en compte, c'est que quand quelqu'un t'envoie un pic, par exemple, généralement ça en dit plus long sur la personne que sur toi. Attention, je te dis pas de pas écouter les critiques constructives, mais si quelqu'un vient te critiquer gratuitement, sans fondement et sans bonne intention, que ce soit en face à face ou par derrière, comme font la plupart de ces personnes généralement, prends juste quelques secondes pour observer l'attitude de la personne et décortiquer chacun de ses mots. Prends le temps d'étudier la tournure de phrase, le langage corporel si la personne est en face de toi, ou encore l'occasion pendant laquelle la personne t'a fait une remarque désobligeante. Est-ce que c'était que, par exemple, quand il y avait plein de monde autour? Est-ce qu'elle chercherait pas, par hasard, l'approbation des autres? Ou à se faire apprécier en montrant qu'elle est super drôle, ah ah ah, en te balançant un pic sous couvert d'humour alors que vous n'avez pas la proximité qui lui permettrait ce genre d'humour? Bref, il y a très souvent des motifs sous-jacents qui expliquent des attitudes désagréables. Dans un autre contexte, quand une personne te rejette, par exemple un prospect, déjà prends une seconde pour te dire que c'est pas toi que la personne rejette, mais ta proposition. Si c'est une personne qui t'est proche dans un contexte perso, elle peut rejeter une situation qui lui convient pas, par exemple. Après, il peut y avoir des différends irréconciliables, ça arrive. Là aussi, ce sera jamais la fin du monde, même si, in fine, ta personne et l'autre personne, vous n'avez pas réussi à faire fonctionner la relation. Mais pour en revenir au rejet, notamment dans le business, déjà, ça fait la main, ça forme, et c'est nécessaire d'apprendre à encaisser les rejets. Mais aussi, c'est une occasion parfaite pour rationaliser et prendre de la hauteur. Est-ce que le prospect a un problème auquel t'as pas encore su ou pu apporter de solution? Est-ce que t'as mal ciblé le prospect? Est-ce que le prospect a peur de s'engager avec toi et qu'il a encore besoin d'être rassuré? Bref, un rejet en business, c'est jamais contre ta personne. C'est juste un signe que soit quelque chose manque, soit quelque chose ne convient pas
et c'est tout. Soit tu résous le problème parce que c'est ton job en tant qu'entrepreneur de résoudre des problèmes, soit tu passes au prochain prospect. Maintenant, quand il s'agit d'anticiper le rejet et de ressentir du stress qui peut potentiellement te paralyser et t'empêcher de faire ce que tu es censé faire, je vais te donner une info basée sur les neurosciences dont je me suis énormément servi à l'époque pour combattre le stress aigu à l'époque où je devais jouer des solos de batterie devant des gens alors que ça me faisait flipper. Le stress, tout comme la peur, c'est une réaction à un stimulus et elle est déclenchée par le cerveau. Il faut distinguer 3 zones du cerveau dont le rôle est essentiel là-dedans. D'une part, il y a le système limbique, c'est notre cerveau dit émotionnel. Il est involontaire et il constitue le siège des émotions, de la mémoire et de l'apprentissage. Dans ce cerveau émotionnel, donc dans ce système limbique, il y a 2 composantes qui nous intéressent principalement quand on parle de stress ou de peur. C'est l'amygdale, dont le rôle principal c'est de ressentir et de percevoir chez les autres des émotions, et notamment l'amygdale elle intervient dans le décodage des stimuli menaçants pour l'organisme. Et la deuxième composante c'est l'hippocampe, qui a pour fonction principale notamment l'acquisition de connaissances, la concentration, la mémorisation, l'inhibition du comportement, le contrôle de l'humeur, la navigation spatiale, etc. Les connexions entre l'hippocampe et l'amygdale sont hyper nombreuses. Et c'est pour ça qu'un souvenir peut déclencher des émotions très spécifiques en un claquement de doigts. La deuxième zone importante ici, c'est le tronc cérébral. C'est la plus ancienne partie du cerveau. Elle est aussi involontaire et réflexe. Ce tronc cérébral, il sert à réguler nos fonctions vitales et nos réflexes comme la respiration, la digestion, la vigilance, la reproduction, la thermorégulation et bien d'autres. Pour permettre ça, dans le tronc cérébral, il y a des centres nerveux qui vont permettre de réguler ces fonctions grâce au SNA, le système nerveux autonome. Ce système nerveux autonome, il se décompose en 2 branches. D'un côté, on a le système orthosympathique ou sympathique, qui est l'accélérateur de l'organisme, et de l'autre, on a le système parasympathique, qui correspond, entre guillemets, au frein de l'organisme. Et enfin, la 3e zone du cerveau importante maintenant tout de suite, c'est le cortex préfrontal. Lui, il est situé juste derrière le front et il fait partie du néocortex. C'est la partie la plus évoluée de notre cerveau. Ce cortex préfrontal, il traite tout ce qui est d'ordre volontaire, contrairement aux 2 autres zones qu'on vient d'évoquer. Donc ça peut être le raisonnement, les pensées analytiques et logiques, l'attention, la régulation des comportements, la planification, la résolution des problèmes, la prise de décision, etc. Maintenant que je t'ai présenté les 3 protagonistes, donc le système limbique, le tronc cérébral et le cortex préfrontal, comment ça se passe dans le cerveau quand il y a une situation qui déclenche du stress? Tout d'abord, on a un stimulus, ça peut être auditif, visuel, olfactif, etc., qui est envoyé au cerveau. Et là, le cerveau peut percevoir une menace potentielle, donc menace entre guillemets, mais quand même. On va l'appeler comme ça tout au long de cette partie. Ensuite, le cerveau, il se met en mode stress. Et là, on a ce qu'on appelle une voie courte qui se met en route. C'est un réflexe. On a l'hyperactivation de l'amygdale dans le système limbique, et là, ça déclenche de la peur. Ça enclenche ensuite ce qu'on appelle la biochimie du stress. Il y a une production de neurotransmetteurs qui transmettent de l'adrénaline, de la noradrénaline et du cortisol. Ces hormones, elles vont venir activer le SNA, le système nerveux autonome, sympathique. C'est le mode accélérateur dont j'ai parlé juste avant, qui lui va avoir pour rôle de faire face à la situation. Et donc dans l'organisme, ça va se traduire par l'augmentation de la fréquence cardiaque, l'augmentation de la respiration, l'augmentation de la vigilance. Et il y a même des effets physiques qui vont apparaître avec notamment des muscles qui vont venir se tendre. Et parallèlement à cette voie courte, il y a ce qu'on appelle une voie longue qui va permettre d'évaluer la nature de la dite menace, entre guillemets, grâce au cortex préfrontal, notre 3e protagoniste que j'ai cité juste avant. Si la menace, elle est avérée, le cortex préfrontal, le système limbique et le tronc cérébral vont nous permettre d'adopter une réponse comportementale qui sera soit la fuite, soit l'attaque. Mais si la menace, elle n'est pas avérée, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? L'amygdale va s'éteindre, la peur va se dissiper, la biochimie du stress va être régulée grâce au cortisol, par ce qu'on appelle une régulation en rétrocontrôle qui va stopper la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. Et là, le système nerveux autonome parasympathique va être activé. Tu te souviens, c'est le mode frein de l'organisme. Et naturellement, la fréquence cardiaque va baisser, la respiration et la vigilance vont se calmer et le corps va revenir au calme. En gros, notre cerveau, il connaît 2 modes de pensée. Il y a d'une part le mode automatique qui fait appel aux croyances, aux habitudes, une pensée automatique ou un stress automatique comme par exemple le stress de te rendre chez un prospect en prospection à froid, ça va activer le sillon intrapariétal latéral. Et d'autre part, on a le mode basé sur le raisonnement. Et activer le cerveau préfrontal et plus particulièrement le cortex préfrontal inférieur, ça va désactiver le sillon intrapariétal latéral
et donc supprimer l'automatisme de pensée. Et utiliser le raisonnement, ça va venir activer le sillon intrapariétal ventral, qui va permettre d'analyser le problème de façon lucide et logique. Donc pour accéder à une pensée libre et méthodique, on doit bloquer le mode automatique et activer le mode raisonnement. Pour donner un cas concret, si tu es en prospection et que tu commences à stresser juste avant d'arriver chez ton prospect, par anticipation d'un potentiel rejet, ou alors de remarques que tu n'arriverais pas à contrer, etc., alors tu peux commencer par analyser les sensations que tu ressens dans ton corps et les nommer dans ta tête. Par exemple, oula, je commence à avoir chaud, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat plus vite, etc. Ensuite, tu vas essayer d'analyser les raisons de ces sensations physiques, les pensées qui te conduisent à les ressentir. Par exemple, en fait, j'ai peur de me ridiculiser ou de pas trouver les bonnes réponses. J'ai peur de pas pouvoir apporter des bonnes réponses aux objections, etc. Et enfin, tu vas déconstruire chacune de ces pensées en leur apportant une petite touche positive. Par exemple, mon prospect, finalement, il voit des dizaines de personnes comme moi chaque mois, il a l'habitude, ça va pas lui paraître bizarre que je le démarche. Ou encore, je connais vraiment bien mon sujet, moi j'ai une vraie expertise et je suis là pour aider mon prospect, pour lui apporter quelque chose de bénéfique. Tu vas voir que plus tu vas raisonner et plus ton stress va diminuer. Voilà, cette partie, elle était assez scientifique et j'espère que je t'ai pas perdu en cours de route. Bon, tout à l'heure, j'ai mentionné aussi le fait de prendre de la hauteur, notamment face à des choses qui peuvent te piquer, te décourager, te faire douter, te faire peur, etc. Et là aussi, j'ai une petite chose à te dire et j'espère que tu t'en souviendras autant que moi quand je l'ai entendu la première fois. Déjà, en premier lieu, je vais mettre quelque chose au clair. Quelqu'un qui est devant toi, qui a mieux réussi que toi, ne perdra généralement pas son temps à te critiquer ou à te décourager, sauf s'il a peur de toi et qu'il te voit comme de la concurrence. Déjà, si c'est le cas, arrive à te détacher des mots de cette personne et vois ça comme un compliment. Quelqu'un qui a réussi te voit comme une potentielle concurrence alors que toi, t'es même pas encore au niveau de la personne, donc honnêtement, c'est un compliment. Ça peut que t'encourager à foncer davantage, peu importe ce que la personne te dit pour te décourager. Mais pour les autres, qui peuvent venir te décourager ou te critiquer ou te faire douter alors qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait la moitié de ce que tu fais, avec ceci, il faut prendre de la hauteur. Pendant des années, j'ai essayé d'expliquer mes points de vue à des personnes qui avaient jamais été dans ma situation, qui avaient jamais eu l'intention d'y être et qui de toute façon n'y seront donc jamais. Et parfois, c'est bien de confronter les points de vue, surtout si la personne en face elle est ouverte et qu'elle n'est pas là juste pour te descendre ou te décourager. Mais dans le contexte de l'épisode, je vais surtout parler des personnes qui vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Et c'est là qu'une citation que j'ai entendue récemment résonne dans ma tête régulièrement et je veux te la partager aujourd'hui parce que déjà, elle m'a fait rire et surtout, elle m'a permis de prendre énormément de recul face à ce genre de personnes. Cette citation, elle vient d'un extrait de podcast publié par Anthony Bourbon, le fondateur de Feed. Et je te préviens, elle peut paraître carrément hautaine, mais moi je préfère la prendre dans un sens plutôt drôle et relativisant plutôt qu'hautain. Ça dit « Les abeilles perdent pas leur temps à expliquer aux mouches que le miel est meilleur que la merde. » Voilà, tu prends cette phrase comme tu veux, mais pour ma part, je l'applique dans ma tête à chaque fois que je suis dans une situation où une personne qui a une vie qui me semble pas franchement la satisfaire, vient me donner une leçon ou essayer de me faire douter pendant que moi je suis en train de monter mes projets, d'avancer vers l'atteinte de mes objectifs ou autre. Cette personne dont j'aimerais pas du tout avoir l'avis, son discours en gros, je vais même plus essayer de le contredire. Je vais pas non plus essayer de la mettre en face de ses contradictions, ni même face à sa propre vie ou à ses propres sentiments à ce sujet, déjà parce que j'ai pas plus envie que ça d'y passer de l'énergie ou du temps, mais aussi parce que je pense qu'on est responsable de notre propre vie et qu'au bout d'un moment, les gens qui passent leur temps à critiquer celles et ceux qui essayent d'avancer sont juste des gens frustrés d'avoir pas avancé eux-mêmes et au lieu de faire les efforts nécessaires pour avancer et se mettre au niveau où ils veulent être, ils essayent de ramener les autres à leur propre niveau. Là, je fais une généralité, bien sûr, et il y a des exceptions. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde dans des cases, mais perso, cette petite phrase sur les abeilles et les mouches, elle me permet de prendre beaucoup de recul quand je suis face à une situation qui, avant, m'aurait fait douter, quitte à pas endormir de la nuit. Et puis honnêtement, le côté drôle de cette phrase, elle me permet aussi de me mettre dans cet état d'esprit de la vie est un jeu, le business est un jeu, et parfois il y a des mauvais joueurs. Bon, j'espère que tu es toujours là parce qu'il me reste encore un dernier point à aborder pour t'aider à prendre la vie comme un jeu et ne plus laisser tes émotions dicter tes actions dans le mauvais sens. Et ce point, il est en lien direct avec ce que je viens juste de te dire. C'est tout simplement de te détacher du regard des gens. Parfois, il arrive qu'on se retrouve dans des situations où des gens, sans même nous parler, peuvent nous faire nous sentir mal à l'aise. Ils ont même pas ouvert la bouche, ils nous ont rien fait, rien dit, et pourtant on se sent mal, parce qu'on appréhende leur jugement. On anticipe un jugement négatif de leur part. Et bien là, si t'arrives pas encore à prendre tout ça comme un jeu,
dans lequel tu es d'ailleurs au même titre que les autres personnes autour de toi, je t'invite à rationaliser, comme on l'a dit dans la deuxième partie du podcast, mais cette fois, pas en analysant les réactions physiques ou émotionnelles que tu peux avoir, mais en faisant un constat simple et efficace. Je m'explique et pour ça, je vais te raconter une petite anecdote. À l'époque où je commençais à jouer énormément de batterie, tout ça, où je commençais à développer vraiment ma carrière, notamment en France, je connaissais pas mal de batteurs autour de moi dans ma ville qui tournaient plutôt bien. Et je m'entendais d'ailleurs très bien avec eux au niveau personnel. Mais quand j'ai commencé à me développer de plus en plus et à être de plus en plus sur scène, j'ai commencé à voir aussi que certains avaient tendance à me prendre un petit peu de haut, à être un petit peu paternalisant. Tu sais, cette fameuse tape sur l'épaule, là, en mode c'est bien ma fille, continue, continue, qui montre que eux sont au-dessus et qu'ils approuvent ce que tu fais. Ou pas, d'ailleurs, ça dépend des fois. Des fois, j'avais des conseils non sollicités et qui en plus n'étaient pas forcément utiles ni adaptés à la situation. Mais bref, pour en revenir à cette anecdote, un jour j'étais sur scène et je vois au loin l'un des batteurs avec qui je m'entendais bien mais qui avait tendance à me prendre un petit peu de haut de manière globale. Et c'était pas qu'une vision de l'esprit, honnêtement, même d'autres personnes l'avaient remarqué. Donc forcément, moi j'arrive sur scène, en plus c'était avec un nouveau groupe, je connaissais pas énormément le style et surtout, c'était un style qui donnait énormément lieu à l'improvisation. C'était de la musique gypsy et pour tout te dire, au moment de commencer une musique, même les gars qui étaient là avec leur guitare, ils savaient pas quelle musique ils allaient commencer. Il y en avait un qui commençait à jouer un accord, deux accords, et les autres se mettaient à suivre, et hop, ils trouvaient une musique qui allait bien dessus, et qui commençait à jouer les mêmes accords, etc. Moi, parfois, je connaissais même pas la musique qu'ils allaient jouer, je connaissais pas quelle énergie il fallait que je mette, quel type de musique c'était, etc. Des fois, il y avait des cuts en plein milieu, je savais pas qu'ils allaient avoir lieu, enfin bref. C'était l'impro totale. Donc, honnêtement, moi, j'étais pas forcément hyper à l'aise avec ça, surtout que je venais juste de découvrir ce style. Mais bon, j'étais là. Et voilà, j'arrive sur scène, et en sachant que ce mec était dans la salle, je commence à avoir une énorme appréhension. Je me dis, oh là là, déjà que la dernière fois, il m'a fait une réflexion, tout ça, enfin, c'était pas forcément la bienvenue, ça m'a mise mal à l'aise plus qu'autre chose. Et là, qu'est-ce que ça va être, quoi? Il va vraiment mal me voir. Il va me trouver nul, en gros, quoi. Et là, j'ai eu une espèce de révélation, un espèce de constat qui est arrivé dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, c'est moi qui suis derrière la batterie, c'est moi qui suis sur ce siège, c'est moi qui suis sur scène ce soir. C'est pas lui, c'est moi. Et il y a une raison pour laquelle je suis là. Il y a quelque chose qui fait que c'est moi sur ce siège et c'est pas lui. Ça peut être peut-être des compétences musicales ou des compétences techniques. Par exemple, je connais ce style un peu mieux que lui, même si je le connaissais pas beaucoup. Peut-être que j'ai des meilleures compétences techniques pour ce style-là, ou peut-être que j'avais un meilleur réseau. Je connaissais les bonnes personnes et que du coup, ça m'a permis d'être sur scène à ce moment-là. Parce que le réseau, c'est aussi une compétence à prendre en compte quand on se développe professionnellement. Ça fait partie des choses qui peuvent nous faire évoluer. Ou c'était peut-être que j'avais une meilleure attitude qui convenait peut-être mieux au groupe avec qui je jouais, ou peut-être que j'avais juste saisi l'opportunité au bon moment, etc. Bref, quoi qu'il en soit, je me suis dit, je suis là aujourd'hui sur ce siège de batterie derrière ce groupe sur cette scène parce que j'ai quelque chose que d'autres n'ont pas pour être à ma place. Il s'agit pas de se mettre au-dessus des autres ou quoi, parce que à l'inverse, quand c'était ce mec-là sur scène avec d'autres groupes, et ben à ce moment-là, c'était lui qui avait quelque chose que moi j'avais pas. Ça pouvait être le réseau, ça pouvait être les compétences, ça pouvait être l'attitude, etc. La même façon. Mais le fait de me dire, je suis là parce que j'ai quelque chose qui a fait que je suis là et que cette chose-là, les autres batteurs dans la salle ne l'ont pas ou ne l'ont pas eu à ce moment-là, ben, ça m'a permis en fait de beaucoup me calmer par rapport à ça, par rapport à l'appréhension du jugement. Et puis aussi, je me suis dit, mais si par hasard il y avait un autre batteur dans la salle qui a une critique à faire, s'il est meilleur que moi, ben, il peut venir m'aider. Et si la personne, elle n'a pas cet état d'esprit-là, d'aider les autres, de faire grandir les autres, est-ce que j'ai vraiment envie que cette personne elle ait un impact sur moi et sur mon bien-être? Ben non, pas du tout. Donc bref, si ça t'arrive de te retrouver dans une situation où t'appréhendes le jugement de tes pairs, vraiment essaye d'analyser les raisons qui font que c'est toi qui es là où tu es et pas eux. Ça va te permettre de légitimer ta présence et de te calmer face à l'appréhension de ce que les gens peuvent bien penser ou dire de toi. Et voilà, on arrive à la fin de ce long épisode que j'ai pris énormément de plaisir à préparer et à tourner. J'espère que tu auras retenu pas mal de choses de cet épisode et qu'elles te serviront au quotidien ou dans des situations spécifiques. Je t'ai donné pas mal d'infos et de techniques pour faire en sorte de prendre les choses plus légèrement et de voir tout ça comme un grand jeu dans lequel tu avances comme un personnage de vidéo avec les défis à relever, les challenges, les adversaires, les récompenses, etc. Et j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu as le plus retenu de cet épisode. Si cet épisode t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre 5 étoiles ou un like sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Ça m'aide énormément à faire grandir ce podcast et puis ça m'encourage aussi à continuer de produire ce genre de contenu. Alors, merci beaucoup à toi.
On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Très belle journée à toi.